Je me suis assis sur la chaise en bois peinte en blanc, face à mes parents et à mes deux jeunes frères dans la cuisine familière que je considérais autrefois comme ma maison. L'arôme du rôti et du pain à l'ail remplissait l'air, évoquant des souvenirs de dîners de famille de mon enfance. Mais ce soir, quelque chose semblait différent. Nathan et Lucas, mes frères jumeaux, se renversèrent dans leurs chaises, l'air triomphant. Mes parents, David et Margaret, échangèrent un rapide regard avant que ma mère ne parle, sa voix soigneusement composée. Nous voulons vous parler d'une décision importante. Je pose ma fourchette, sentant la tension monter en moi. Nous avons finalisé notre testament, a poursuivi mon père, d'un ton ferme mais manquant de sa chaleur habituelle. Et nous voulons que vous l'entendiez de notre part maintenant, afin qu'il n'y ait pas de confusion plus tard. Nathan se pencha en arrière, croisant les bras sur sa poitrine, un sourire suffisant se formant sur ses lèvres. Pour faire simple, tout nous appartient. Je me suis figé. Lucas le répéta, d'un ton léger, comme s'il faisait une annonce sans importance. Maman et papa nous laissent cette maison, cet appartement sur la plage et tous leurs biens. Vous n'obtiendrez rien. La pièce devint soudainement silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation provenant de la rue tranquille de banlieue. Je me suis tourné vers ma mère, espérant qu'elle nierait ce que je venais d'entendre, mais elle a seulement fait un petit signe de tête ferme. Nous pensons que c'est pour le mieux, dit-elle en tenant la serviette sur ses genoux. Vous avez une carrière stable, des revenus solides, mais Nathan et Lucas sont encore en train de trouver leur chemin. Ils ont besoin de plus de soutien. Je me tournai vers mon père, attendant une explication, un signe d'hésitation, mais il baissa simplement les yeux sur son verre d'eau, évitant mon regard. La douleur envahit ma poitrine, mêlée à une colère croissante. J'avais tout fait pour eux pendant plus d'une décennie. J'avais payé une grande partie de leur hypothèque, couvert d'innombrables factures médicales et j'avais même aidé Nathan et Lucas à plusieurs reprises lorsqu'ils ne pouvaient pas gérer leurs propres finances. Et maintenant, c'est ainsi qu'ils m'ont remboursé? Alors après tout ce que j'ai fait, tu as décidé que je ne méritais rien. Ma voix vacilla malgré mes efforts pour la maintenir stable, mais je ne pus cacher la profonde blessure derrière mes mots. Ma mère soupira, les yeux remplis de déception. Evelyne, tu fais toujours tout pour l'argent. J'ai serré les mains sous la table, la douleur aiguë de la trahison me transperçant. Ce n'est pas une question d'argent, dis-je en essayant de garder ma voix calme. C'est une question d'équité, de savoir que j'ai toujours été là chaque fois que tu avais besoin de moi. Mais maintenant, juste parce que je suis indépendant, parce que je ne compte pas sur toi, je n'ai aucune valeur pour cette famille. Nathan laissa échapper un petit rire en secouant la tête. Vous dramatisez. Personne ne vous a forcé à aider. Vous aimiez juste jouer le martyr. Lucas rit aussi, l'amusement scintillant dans ses yeux. Peut-être que tu pensais que si tu nous jetais assez d'argent, maman et papa t'aimeraient enfin autant qu'ils nous aiment. Ces paroles m'ont frappé comme une gifle. Je me suis tourné vers mes parents, attendant qu'ils le corrigent, qu'ils le réprimandent pour sa cruauté. Mais rien. Ils sont restés silencieux et dans ce silence, j'ai tout compris. J'ai avalé difficilement, la douleur gonflant dans ma gorge. Prenant une profonde inspiration, je me suis stabilisé. Très bien, dis-je, ma voix égale. Si telle est ta décision, alors j'en ai une à moi. Nathan haussa un sourcil. Oh, et qu'est-ce que c'est? J'ai repoussé ma chaise et me suis levé, le cœur battant. À partir de maintenant, n'attends plus rien de moi. Je me suis détourné de la table, laissant derrière moi leurs expressions stupéfaites. Le parfum du rôti et du pain à l'ail, autrefois réconfortant, semblait désormais vide et dénué de sens. Alors que je franchissais la porte, personne ne m'a arrêté. Personne n'a appelé mon nom. Aucune hésitation. Et je savais qu'à ce moment-là, tout avait changé. Je suis sorti de la maison dans laquelle j'avais grandi, mais cette fois, il n'y avait aucun sentiment de familiarité, aucun attachement persistant. La chaleur des dîners de famille et la sécurité de l'enfance s'étaient estompées depuis longtemps. La porte s'est refermée derrière moi avec une finalité irréversible. L'air de la nuit était frais, mais je sentais une chaleur brûlante monter jusqu'à mes tempes. En rentrant chez moi, je n'ai pas allumé la radio comme je le faisais habituellement. J'avais besoin de silence pour tout traiter. Pourquoi ai-je été surpris? N'avais-je pas toujours su qu'à leurs yeux, je n'étais rien d'autre que leur filet de sécurité financière? De retour dans mon appartement, je me suis effondré sur le canapé, mes mains tremblantes alors que je déverrouillais mon téléphone. La conversation se répétait dans ma tête, chaque mot étant plus profond.
Nathan et Lucas obtenaient tout, et moi, celui qui avait payé pour leurs erreurs, qui avait payé les frais de scolarité de Nathan à chaque fois qu'il changeait de spécialisation, qui avait envoyé de l'argent à Lucas quand il voulait une nouvelle voiture pour son image sur les réseaux sociaux, je me retrouvais sans rien. J'ai ouvert mon application bancaire. Les chiffres me revenaient comme un rappel brutal, 1900 $ chaque mois, le montant que j'envoyais à mes parents pour couvrir leur hypothèque et leurs dépenses. 1200 $ de plus pour Nathan et Lucas chaque fois qu'ils appelaient pour se plaindre de problèmes d'argent. Mes parents disaient que j'avais réussi et que je n'avais pas besoin d'aide, mais que leur arriverait-il sans mon soutien? Pourraient-ils même garder leur maison? J'ai passé mon doigt sur la section de transfert automatique, mon cœur battant à tout rompre dans mes oreilles. Pendant des années, j'avais accepté ce fardeau comme étant ma responsabilité. Mais c'était leur choix. Ils n'avaient pas besoin de moi. Ils l'avaient clairement indiqué. Personne ne m'obligeait à continuer. 1 seconde, 2 secondes. J'ai appuyé sur annuler. Une notification s'est affichée, les paiements récurrents ont été arrêtés avec succès. Une vague d'émotions m'envahit, de la colère, de l'amertume, mais aussi autre chose, du soulagement. Je posai mon téléphone, m'enfonçant dans le canapé, sentant un poids s'envoler de mes épaules que j'avais porté depuis trop longtemps. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je reste éveillé, repensant aux années passées dans ma tête. Les vacances que j'avais refusées pour couvrir leur hypothèque. Les nuits passées à faire des heures supplémentaires pour envoyer à Nathan l'argent des frais de scolarité. Les sacrifices que j'avais faits, croyant qu'ils comptaient. Mais maintenant que j'avais juste besoin d'une once de reconnaissance, d'un signe que j'étais apprécié, il ne pouvait même pas me le donner. Le lendemain matin, mon téléphone sonnait sans arrêt. Vic? J'ai hésité avant de répondre. Evelyne, as-tu annulé le paiement de ce mois-ci? Sa voix était aiguë d'inquiétude, mais elle la masquait avec ce ton familier de déception. J'ai pris une profonde inspiration. Oui, maman, parce que j'ai réalisé que je n'étais plus obligé de faire ça. Elle resta silencieuse un moment. Que veux-tu dire? Les familles se soutiennent mutuellement. Vous savez que nous comptons sur cet argent pour payer les factures. Je serrai la mâchoire, gardant ma voix ferme. Maman, la famille ne compte pour toi que lorsque je paie pour tout. Je t'aide depuis des années, mais au final, je ne représente toujours rien pour toi. Tu es égoïste, Evelyne, s'éleva sa voix. Égoïste? J'ai ri, mais pas par amusement. Pas une question d'argent. C'est moi qui payais les factures pour toi, pour toute cette famille. Si l'argent n'a pas d'importance, alors pourquoi ne demandes-tu pas à Nathan et Lucas de prendre soin de toi à la place? Le silence s'étend à l'autre bout du fil. Je pouvais imaginer le visage de ma mère en colère, frustrée d'être confrontée. Je ne peux pas croire que tu agis comme ça, dit-elle finalement. Ce n'est pas l'Evelyne que j'ai élevée. Je fermai les yeux, sentant le poids dans ma poitrine. Maman, c'est moi. Mais tu ne m'as jamais vraiment vu. J'ai raccroché avant qu'elle puisse dire autre chose. Debout là dans mon appartement, les émotions tourbillonnaient en moi. Je savais qu'elle rappellerait. Papa pourrait essayer aussi, et Nathan et Lucas se lanceraient certainement dans leurs moqueries ou leurs accusations. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti obligé de répondre. Je n'étais plus le guichet automatique de la famille. Je n'étais plus le seul à porter ce poids. J'avais lâché prise et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Je pose mon téléphone sur la table, me sentant à la fois léger et lourd. Maman avait dit exactement ce à quoi je m'attendais, m'accusant d'égoïsme, de trahison, d'abandon de la famille. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais entendu ces mots tellement de fois qu'ils avaient perdu tout sens. J'ai regardé autour de moi et je l'ai soudainement vu sous un nouveau jour. Ce n'était plus seulement une escale entre le travail et les virements bancaires interminables vers ma famille. C'était le mien. Le seul espace où je n'ai pas eu à transporter quelque chose de grand. Ne pose pas encore de questions, m'a dit Marc. Faites-moi confiance. 2 jours plus tard, James est venu. Il avait l'air nerveux, pâle. Il s'assit et dit. Je ne veux pas faire ça à ma mère. Mais elle a dépassé les limites. Puis il nous a remis une clé USB. Ce qu'il y avait dessus m'a glacé le sang. Enregistrement. Extrait audio. Patricia parle à quelqu'un, nous pensons à une amie ou peut-être à son avocat, qui planifie tout. Elle a dit des choses comme: une fois que j'aurai l'enfant, je changerai d'état.
Elle ne ripostera pas. Elle est trop faible. Si je dois mentir, je mentirai. C'est pour le bébé. Mentir, manipuler, disparaître avec notre enfant. Marc et moi étions assis là, écoutant en silence. J'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de rage. Cette nuit-là, nous avons tout confié à notre avocat. Elle a écouté et a dit. Cela change tout. Mais ce que Patricia ne savait pas, c'est que Marc était déjà en train de déposer quelque chose de son côté, quelque chose qui allait bouleverser toute cette affaire. Et juste au moment où nous pensions que tout était sous contrôle, une lettre est arrivée par la poste de l'avocat de Patricia. Il ne s'agissait plus de garde. Maintenant, elle me poursuivait en justice pour diffamation. L'intrigue venait de s'épaissir. La poursuite en diffamation n'était pas seulement une tactique alarmiste, c'était réel. L'avocat de Patricia a affirmé que mes fausses accusations d'abus et de manipulation, ainsi que l'ordonnance de non-communication, avaient porté atteinte à sa réputation au sein de sa communauté et à sa santé mentale. J'ai failli rire en lisant la lettre. Cette femme avait tenté de voler mon enfant à naître, et maintenant elle en était la victime? Notre avocat n'a pas été amusé. Cela a pour but de vous distraire et de vous mettre la pression, a-t-elle déclaré. Ils veulent vous épuiser avant l'audience pour la garde. Restez concentrés. Nous sommes donc restés concentrés ou avons essayé de le faire. Mais ensuite quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Un soir, Marc rentra tard du travail, tenant une enveloppe jaune sans adresse de retour. Il avait été remis en main propre à son bureau, déposé à la réception. À l'intérieur se trouvait une photo. C'était une photo de moi prise de l'autre côté de la rue. J'étais assis sur notre porche, buvant de l'eau, la main sur le ventre. Marc l'a retourné. Au dos, un mot, inapte. Nous avons appelé la police. Ils ont ouvert une enquête, mais sans empreinte digitale ni témoin, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de regarder par les fenêtres. Je me sentais surveillé, en danger, comme si quelqu'un attendait que je gâche, me surprenne en train d'être une mauvaise mère. Cela m'a frappé durement. J'ai commencé à tout remettre en question. Aurais-je dû retourner travailler au cours du 2e trimestre? Mon stress a-t-il fait du mal au bébé? Étais-je paranoïaque? Marc a vu ce que ça me faisait. Il a commencé à dormir près de la porte d'entrée avec une batte de baseball. 2 jours plus tard, James a rappelé. Il murmurait. Vous devez savoir quelque chose, dit-il. Maman ne travaille pas seule. Je me suis figé. Que veux-tu dire? Elle a quelqu'un qui l'aide, qui lui donne des informations sur toi, sur ton emploi du temps, qui... Il y a eu une pause, puis il l'a dit. Votre ami Michel. Je pensais qu'il plaisantait. Michel était ma meilleure amie depuis l'université. Elle était la demoiselle d'honneur de mon mariage. Elle m'a aidé à planifier la révélation du genre. C'est elle qui m'a dit. Ne vous inquiétez pas, Patricia est juste dramatique. Ça va exploser. Apparemment, Michel avait rencontré Patricia en secret, l'aidant à monter un dossier, lui transmettant même des choses que j'avais dites lors de conversations privées. Elle travaillait des 2 côtés, a déclaré James. Mais elle a été payée. Ta belle-mère lui donne de l'argent. Je n'ai même pas pleuré cette fois. J'avais juste froid, trahi d'une nouvelle manière. Nous avons confronté Michel. Elle a d'abord nié, mais lorsque Marc lui a montré un relevé bancaire, l'un des clips audio mentionnait le paiement, elle s'est effondrée. Je ne pensais pas que cela irait aussi loin, a-t-elle déclaré. Je pensais qu'elle voulait juste des mises à jour. Des mises à jour sur ma vie. Marc lui a dit de sortir et de ne jamais revenir. Notre avocat a ajouté cette trahison au dossier. Elle a déclaré que cela détruirait la crédibilité de Patricia devant le tribunal. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Une semaine avant la date prévue de mon accouchement, je me suis réveillé avec la vitre de ma voiture brisée. Rien de volé, juste une couverture pour bébé que Patricia m'avait donnée au début de ma grossesse, soigneusement placée sur le siège conducteur. J'ai de nouveau appelé la police. Toujours aucune preuve, aucune empreinte digitale, aucun témoin. Mais cette fois, je suis allé directement au tribunal de la famille et j'ai demandé une audience d'urgence. Notre avocat a tout présenté, les photos, les menaces, les enregistrements audio, la trahison de Michel, la surveillance. Nous avons eu l'audience. Le juge l'a programmée 3 jours après ma date d'accouchement.
Le moment ne pourrait pas être pire. Maintenant, voici la tournure. J'ai commencé le travail tôt. Les os se sont cassés à 1h42, 3 jours avant l'audience. Panique totale. Marc m'a emmené d'urgence à l'hôpital. Mais devinez qui est arrivé? Patricia. Elle ne figurait même pas sur la liste des visiteurs autorisés. Elle l'a découvert par quelqu'un, nous pensons que Michel le lui a dit ou peut-être qu'elle nous a suivis. Elle s'est présentée dans le couloir de l'hôpital et a demandé à entrer dans la chambre. La sécurité a dû l'escorter, mais pas avant qu'elle ait crié. Tu ne me la cacheras jamais. Elle est à moi aussi. Marc a failli heurter un mur. L'hôpital a renforcé la sécurité. J'ai accouché de notre fille le lendemain matin en bonne santé, belle, 7 livres 6 onces. Nous l'avons appelée Ivy. Mais la joie n'a pas duré longtemps. Alors que je tenais ma petite fille dans mes bras pour la première fois, Marc a reçu un appel de notre avocat. Patricia avait déposé une demande de tutelle d'urgence temporaire auprès du tribunal alors que j'étais encore en convalescence. Elle essayait de faire sortir le bébé de l'hôpital et de le confier à ses soins. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Notre avocat nous a dit. Cette prochaine audience, c'est la guerre. Ainsi, à peine 48 heures après mon accouchement, je me préparais à témoigner devant le tribunal. Bébé Ivy dans mes bras. Le matin de l'audience, j'ai à peine dormi. Ivy n'avait que 2 jours et mon corps me faisait mal d'une manière que je ne peux pas expliquer. Mais je n'allais pas laisser passer celui-ci. Pas après tout ce que Patricia avait fait. Je suis entré dans ce palais de justice avec Marc à mes côtés et Ivy enroulée contre ma poitrine. Patricia était déjà là, portant des perles, souriante comme si elle était une sorte de sainte. Son avocat était assis à côté d'elle, un homme de grande taille vêtu d'un costume trop cher pour quelqu'un qui représentait ce genre de fou. La juge, une femme sérieuse aux yeux perçants, a parcouru les dossiers avant de parler. Notre avocat avait remis plus de 100 pages de preuves, les photos, la trahison de Michel, les extraits audio, tout. La salle d'audience était complètement silencieuse. L'avocat de Patricia a commencé le premier. Il a ensuite parlé de son inquiétude pour l'enfant, de ses antécédents de santé mentale et de l'instabilité de la mère. C'était de la pure poubelle. Puis ce fut notre tour. Notre avocat a commencé lentement, calmement, clairement et concentré. Puis sont venus les enregistrements. La pièce bougea. Le juge se pencha en avant. Les gens au dernier rang ont commencé à chuchoter. Puis est arrivée la photo avec le mot « inapte » griffonné au dos. Et puis la trahison de Michel. Nous avons remis la transcription des aveux de Michel, les paiements, les messages, sa signature sur les bordereaux de retrait du compte de Patricia. Le sourire de Patricia s'estompa lentement. Elle a interrompu le juge. C'est un piège. Ils essaient de me faire ressembler à un monstre. La juge leva la main. Assez. Puis elle se tourna directement vers Patricia. Vous avez traqué une femme enceinte. Vous avez déposé des rapports frauduleux. Vous avez essayé d'accéder à des dossiers médicaux confidentiels. Vous avez envoyé des menaces. Vous avez payé quelqu'un pour les espionner. Et maintenant vous essayez de prendre son nouveau-né sous de faux prétextes. Est-ce exact? Patricia n'a pas répondu. Elle a simplement regardé son avocat comme si elle attendait qu'il la sauve. Il n'a pas bougé. Le juge s'est tourné vers moi. Madame Bell, dit-elle, voulez-vous faire une déclaration? J'ai hoché la tête. Je me levai lentement, serrant Ivy plus fort. J'ai regardé directement Patricia. Tu me détestes parce que j'ai pris ton fils, dis-je. Tu penses que cela te donne le droit de gâcher ma vie. Mais cet enfant n'est pas à toi. Tu ne la verras jamais. Pas maintenant. Pas jamais. Tu t'en es assuré. Marc m'a attrapé la main. Le juge hocha la tête une fois. Puis vinrent ces derniers mots. Patricia est belle, j'accorde une ordonnance d'interdiction permanente contre vous. Vous ne devez plus jamais contacter, approcher ou être à moins de 1000 pieds de cet enfant ou de ses parents. Votre demande de garde est rejetée. Votre action en diffamation est rejetée avec préjudice. Et vous êtes condamné à une amende pour avoir fait perdre du temps à ce tribunal. Boum. C'était fini. Mais voici le kicker. Alors que nous sortions de la salle d'audience, Patricia a complètement perdu la tête. Il a crié à propos des droits de la famille et du sang.
Elle s'est précipitée en avant et a été interpellée par un huissier. Elle a fini en prison pour avoir agressé un fonctionnaire de justice. C'était la dernière fois que nous la voyions. Des mois plus tard, Michel a essayé de tendre la main, a dit qu'elle voulait s'excuser, qu'elle ne réalisait pas à quel point elle s'y était plongée et qu'elle voulait recommencer. Je n'ai jamais répondu. Elle a fait son choix. Patricia aussi. Quant à moi, je n'étais pas parfait non plus. J'aurais dû voir les signes plus tôt. J'aurais dû écouter mon instinct et interrompre Patricia avant que les choses n'en arrivent aussi loin. J'ai ignoré les signaux d'alarme. J'espérais toujours que les choses s'amélioreraient. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont empiré. Alors, quand je me suis finalement défendu, je me suis assuré qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Aujourd'hui, Ivy a 9 mois. Elle est en bonne santé, rit tout le temps, ne sait rien de ce que sa grand-mère a essayé de faire et elle ne le saura jamais. Pas sous ma montre.